Bienvenue à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle saison de l'Africa Newsroom. L'actualité du continent africain, qu'elle soit politique, économique, culturelle ou bien sportive, vous sera décryptée chaque jour en présence de nos invités et éditorialistes. Et cette semaine sera consacrée au pouvoir des réseaux sociaux. Au sommaire également de cette émission, Pascal Affinguessan veut réunifier le FPI, le Front populaire ivoirien. Le principal parti d'opposition connaît des querelles intestines depuis trop longtemps. Maintenant, il y a besoin de cohésion pour les prochaines élections qui se profilent. Au Burkina Faso, création d'une police des polices pour lutter contre la corruption. Et on parlera également économie avec le Nigeria qui met en place des exonérations fiscales pour les investisseurs miniers. Et la Guinée, dont le taux de croissance, contre toute attente, a été revu à la hausse. Ils sont avec nous autour de ce plateau. Notre invité, tout d'abord, est directeur de Totem Experience. Il s'agit de Kai Lumumba. Monsieur Lumumba, bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Et notre éditorialiste, Gratien Roukindikiza. Gratien, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci Amira, ravi moi aussi. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent avec la reprise de l'ANR. Exactement. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Pascal Affinguessan, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, a appelé ce samedi Aboudrahmane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du parti, à la réconciliation, estimant que le temps était venu de surmonter les contradictions au sein du parti ivoirien fondé par l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Camdem. Pascal Affinguessan veut unifier le Front populaire ivoirien. Ce samedi 10 septembre 2016, le président du FPI a fait un pas vers Aboudrahmane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du parti. Pour Affinguessan, il est temps pour les deux factions du Front populaire ivoirien de surmonter les querelles pour aller à la réconciliation. Mais Pascal Affinguessan fait de la réconciliation du FPI une étape vers l'obtention de la libération de l'ex-chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien. Une libération qu'il croit possible. C'est une très très bonne chose et elle était sentie parce que la plupart des militants l'exprimaient, appelaient à l'union et il fallait qu'un des responsables, un des leaders fasse un geste fort pour que les choses se mettent en place. C'est une très très bonne chose pour le parti. Si cet appel-là reçoit un écho favorable auprès de nos camarades dissidents, va nous permettre d'avancer énormément dans le processus dans lequel nous sommes en ce moment avec les grands dossiers que sont et la libération du président Laurent Gbagbo, mais aussi la libération de tous nos camarades prisonniers politiques. Affinguessan inscrit l'unification du Front populaire ivoirien dans la perspective des élections législatives ivoiriennes, prévues en novembre 2016, et celle de l'alternance en 2020. Chacun de son côté ne peut rien obtenir. Bien entendu, il y a les législatives en ligne de mire, et il était important de lancer ce cap. Ils ne peuvent pas gagner sans AFI, et aussi AFI n'arrive pas à avancer sans eux. Quand c'est comme ça, on se retrouve pour dire, écoutez, on met bas la tête comme il a dit et je pense qu'il est temps pour les uns et les autres de parvenir à cela. Il y a une fusion possible et on se donne des délais, on se donne des thèmes. Il est évident que, quelle que soit la stratégie qui sera choisie, seul un FPI dans la cohésion, seul un FPI uni pourra obtenir des résultats. Et donc, ça permettra, par exemple, d'obtenir la libération de Laurent Gbagbo. Depuis l'incarcération de Laurent Gbagbo à la CPI, le FPI a du mal à surmonter ses divisions. L'appel de Pascal Affinguessan sonne comme un nouveau départ pour la principale formation politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Gratien, Pascal Affinguessan qui veut réunifier le FPI, une très belle volonté qui a tout son sens, mais est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle ? C'est encore possible, mais encore faut-il que les militants de ce parti choisissent, parce qu'il y a deux problèmes dans ce parti, il y a deux voix, disons, qui sont présentes. Il y a ceux qui disent que la priorité, il faut que ça soit l'arrivée au pouvoir, jouer l'opposition en tant que vraiment opposition politique, et d'autres qui voient surtout la priorité, la libération de M. Gbagbo. Or, le problème, il y a un problème, il y a un dossier juridique, on peut le considérer juridique, si on n'entre pas vraiment dans le fin fond des dossiers ou autre chose de ce qui se passe, notamment au sein de son parti. Et il y a le dossier politique. La politique se passe en Côte d'Ivoire et le dossier juridique à La Haye.
Donc, je pense que la meilleure façon de réunifier, c'est d'essayer d'unifier la vision des militants de ce parti, se dire qu'on veut construire le pays, on veut arriver au pouvoir. Il faut d'abord, on laisse le dossier juridique. Gbagbo, on peut le soutenir, on continue à le soutenir, mais la priorité, c'est de faire l'opposition pour gagner les élections. Justement, c'est ce qu'on a reproché à Afi N'Guessan, de vouloir tourner la page de Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a fait à un moment donné? Bon, il a compris, c'est le réalisme politique. Il a compris que lui, il a besoin d'arriver au pouvoir. Il n'a pas besoin qu'il se batte pour un parti, pour atteindre l'hypothétique retour de Gbagbo de la Haye. On ne sait pas, on ne sait pas déjà le dossier comment il est, s'il est condamné à quelques années, une dizaine d'années, ils ne vont pas attendre toujours. Donc il a compris que finalement, il veut être le vrai chef de ce parti politique. Gbagbo peut être le chef historique, mais le chef politique sur le terrain. Mais surtout que les frondeurs, en tout cas les dissidents du FPI, semblent demander au président Alassane Ouattara la libération de Laurent Gbagbo. Or, on le sait, ce dossier n'est plus entre les mains de la Côte d'Ivoire, ça se passe à La Haye. C'est là justement où ils se trompent, certains militants du FPI. On ne demande pas à Ouattara, même si les Ivoiriens se réconcilient, on fait la conférence nationale, on fait tout ce qu'on veut, il y a la réconciliation nationale, ils vont se réconcilier entre les gens qui sont au pays. Le dossier échappe au président Ouattara, le dossier échappe aux Ivoiriens, c'est terminé. Ils auraient dû s'entendre avant même le dépouillement même des élections, je dirais même le dépouillement des élections, pour qu'ils s'entendent sur les méthodes. Mais aujourd'hui, c'est fini, donc il faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont, c'est la lutte politique, l'opposition interne. Les élections, justement, au mois de novembre de cette année, année 2016, est-ce que le FPI a des chances? C'est difficile, disons, d'avoir beaucoup de chances. D'abord, pour un parti qui est divisé. Deuxièmement, il y a un autre parti qui est au pouvoir, qui est deuxième mandat. Cela veut dire que finalement, ce parti a une certaine assise, a placé certains de ses militants et éventuellement a essayé de phagocyter, de prendre quelques militants du FPI. Donc c'est lui qui est au pouvoir en général. Il a une longueur d'avance par rapport à celui qui est dans l'opposition. Et le gouvernement burkinabé vient de mettre en place une sorte de police des polices. Les agents de cette nouvelle unité seront chargés de contrôler les actes des policiers, mais aussi des gendarmes sur le terrain. Une initiative qui intervient alors que de nombreux usagers ont porté plainte pour raquettes commises par des agents de sécurité. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Comdem. Le Burkina Faso se dote d'une police des polices. Simon Compaoré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a officialisé vendredi 9 septembre 2016 la mise en place d'un service de contrôle des services de sécurité. Constituée environ d'une quarantaine de gendarmes et de policiers, cette structure aura pour mission principale de contrôler les actes et les comportements des gendarmes et des policiers sur les axes routiers. L'objectif est de faire changer les pratiques de terrain et améliorer l'image de la police nationale. C'est après avoir fait un constat et recensé un certain nombre de plaintes et préoccupations des usagers de la voie publique sur le comportement peu honorable de certains agents de sécurité que nous sommes arrivés avec le ministre en charge des Transports à mettre en place cette structure. Si l'initiative est dans l'ensemble saluée par les Burkinabés, selon certains observateurs, son rôle ne pourra avoir de réel impact que si elle s'étend dans la durée et qu'un travail d'éducation civique rigoureux s'effectue auprès des services de police et à l'égard de la population. L'initiative est à saluer. Il faut aussi signaler que ce n'est véritablement pas la première fois qu'il y a ce genre de police qui est initiée pour pouvoir pallier à ce genre de menaces. Cette mission, c'est d'abord, effectivement, de collaborer et d'améliorer le travail qui se fait sur le terrain. Donc, pourvu que peut-être que cette mission-là définitivement amène les uns et les autres à adopter un comportement citoyen. C'est surtout ça d'abord. Quand on est dans une force comme la police, on a des comportements qui doivent être des exemples. Mais le problème, ça va être dans la durabilité. Est-ce qu'on pourra effectivement continuer à maintenir cette police de police? Il ne faut pas donner l'impression qu'au départ, la machine est bien huilée et après qu'on arrête le processus. En effet, par le passé, d'autres initiatives du même type n'ont pas connu de véritable succès faute de moyens financiers. L'opération est supposée débuter cette semaine. Monsieur Compaoré assure que ses agents seront à 70% présents sur le terrain. Gratien, on reviendra pendant le débat sur les moyens financiers et matériels qui vont être alloués à cette unité, mais en tout cas, sur le fond, cette initiative est quand même à saluer. Oui, c'est à saluer, c'est une bonne initiative. Cela rappelle dans plusieurs pays ce qu'on appelle la police militaire.
la police des polices, on peut la créer. Alors, il reste à savoir les missions de cette police. Si on choisit certains policiers qui étaient occupés à autre chose, on les affecte à une police des polices, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui sont connus. Or, la population se plaint des raquettes. Cela veut dire que ces policiers de la police des polices qui viendront en tenue seront vus facilement par les policiers qui sont en train de raqueter. Il faudrait recruter des nouveaux agents. Pour moi, il faut qu'il y ait de nouveaux agents et qui travailleraient en civil, pas en tenue. Il faudrait que le policier se sente surveillé, sinon ça se fait dans plusieurs pays, on peut surveiller. C'est lui qui est chargé finalement de surveiller. Le policier peut être aussi corrompu, peut partager le racket. Donc il y a aussi un problème d'éducation civique, il y a un problème aussi d'une manière générale d'éducation de tout un peuple, pour savoir que si je donne par exemple de l'argent, il faut que je puisse dénoncer. En ce cas-là, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à mettre le numéro de matriculation et le nom de la personne, de tous les policiers, si jamais quelqu'un est racketté, que le citoyen sache où aller se plaindre. Alors on se méfie tout de même, car dans le passé, d'autres initiatives de ce même genre avaient été initiées au Burkina Faso, mais sans véritable succès, car arrêtées prématurément, faute de moyens humains, mais aussi de moyens financiers. Est-ce que cela peut encore être le risque aujourd'hui? Oui, cela peut être vrai. Justement, ce que je vous dis, s'il s'agit de prélever sur les effectifs qui existent, ça va poser des problèmes, parce qu'il va y avoir moins de gens pour faire la police et la surveillance du territoire au niveau intérieur, parce que la police s'occupe de l'intérieur, c'est bien. Et sans moyens financiers, ils ne vont pas embaucher, et donc de ce fait, il y aura des problèmes dans la réalisation de la mission, et aussi, il faut satisfaire la police des polices. Je me dis, le policier ne va pas être payé comme le policier qui est sur le terrain, il faut qu'il soit plus intéressé pour faire son travail, parce qu'on lui demande de surveiller un autre, mais si c'est lui qui est surveillé gagne plus, ou gagne la même chose au niveau salaire et qu'il raquette, cela veut dire qu'ils peuvent s'entendre à un certain moment. Justement, vous parliez de salaire, Gratien. Est-ce que si on n'augmentait pas, ne serait-ce qu'un petit peu, le salaire de tous les fonctionnaires confondus dans certains pays africains, est-ce que cela ne permettrait-il pas de réduire un peu la corruption? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de pays où les gens sont corrompus mais qui sont bien payés. Des pays, on voit bien, il y a des pays où la corruption, on peut citer des pays par exemple comme le Kenya. On peut parler par exemple, s'il s'agit de faire des lois contre la corruption, le Kenya serait le premier, RD Congo serait le premier, les députés qui se rapprochent des salaires proches de $10 000 par mois. Alors, ils devaient faire bien leur travail. Il y a des policiers partout. Cela ne veut pas dire... Dans certains pays, certains disent qu'il faut bien payer les fonctionnaires pour qu'il n'y ait pas de corruption. C'est faux. Il y a des pays comme le Cap-Vert, des pays comme la Namibie, où les fonctionnaires ne sont pas mieux payés qu'ailleurs, mais où il y a une certaine transparence, où il y a une bonne gouvernance, il n'y a pas de corruption. Cela dépend toujours de l'éducation et aussi, disons, de ce qui a été développé par certains pouvoirs. Donc cela veut dire que c'est possible, vous parliez du Cap-Vert, il y a des pays comme ça qui sont aujourd'hui des exemples, des modèles dans la bonne gouvernance. Et puis il y a d'autres pays africains, notamment en Afrique centrale ou même en Afrique du Nord, qui ont beaucoup de leçons à recevoir. En tout cas, ça veut dire que tout est possible et que c'est possible de lutter contre la corruption, malgré ce que certains chefs d'État semblent vouloir nous faire croire. Oui, justement, c'est possible. Et d'ailleurs, je vous donnerai un cas. Le président du Cap-Vert, ça doit être le dernier... Le président mal payé en Afrique, le moins bien payé, moins bien payé par rapport aux autres pays. Il est même il est payé pratiquement environ 10% par rapport à un ministre de plusieurs pays. Donc, ce qui fait que, mais par contre, il n'y a pas de corruption. Un pays comme le Rwanda, les fonctionnaires sont payés normalement, mais il n'y a pas de corruption. Bon, il y a une certaine petite corruption parce que le pays est bien, disons, bien encadré. Tout dépend aussi, il faut le dire. Certains chefs d'État le disent que la corruption, c'est difficile à combattre. Mais d'abord, la première chose, la corruption commence par la tête. C'est-à-dire que le chef d'État, il n'est pas corrompu. Les ministres ne sont pas corrompus. Personne d'autre ne sera corrompu dans le pays. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom et pour le dossier du jour consacré au pouvoir des réseaux sociaux. À tout de suite.